Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du Rendez-vous des Futurs. Nous sommes particulièrement heureux de vous retrouver, nous, les coproducteurs de ce projet qui a pris jour, qui a vu le jour il y a 11 ans déjà, toujours en direct. C'était en public à l'époque, aujourd'hui nous ne le sommes pas, mais nous le reviendrons. Un projet conçu grâce au talent conjugué de JD Carré, Le Cube et Triple C. Je vous présente évidemment, ou pas, Nils Asiosmanov, qui participe à l'animation de ce projet, à l'animation de ces émissions. Bonjour Nils. Bonjour Éloi. Voilà, ça permet de faire des petits tests micro, c'est très bien. Vous nous regardez sur les plateformes vidéo. Vous pouvez aussi nous voir avec vos oreilles sur toutes les plateformes, les meilleures plateformes de podcast audio. Et vous faites bien. Alors on est dans un format un petit peu singulier puisque cette émission s'inscrit dans le cadre du Festival du Rendez-vous des Futurs, festival que nous organisons, que nous avons organisé, tout dépend du quand vous écoutez ou vous regardez cette émission, le 5 et 6 mai 2021. Aujourd'hui, on va aborder toute une série de mots-clés que je vais mettre sur cette table imaginaire devant moi. Je vais mettre plein de mots-clés, puis après on va les prendre un par un, on va les tricoter, les détricoter, en rajouter, on va jouer, vous allez voir, nous allons parler aujourd'hui du monde sensible. On va parler de cerveau, on va parler de striatum, de cortex, de stimuli, de filtres, de sport haut niveau aussi, de transhumanisme. On va parler de l'après-sapiens. On va se demander si le cyborg est l'avenir de l'humanité. Et pour aborder tout ça, pour essayer de tricoter, détricoter et s'amuser avec tous ces mots-clés, je vous présente nos invités. Jean-Michel Beignet, bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Michel Beignet. Alors vous êtes agrégé de philosophie, docteur en sciences politiques. Vous êtes spécialiste notamment de la philosophie des technologies et vos recherches concernent principalement l'impact philosophique et éthique des sciences et des techniques sur les représentations et les imaginaires individuels et collectifs. On va voir tout ce qu'on entend par là dedans. Sébastien Boller, bonjour. Bonjour. Alors Sébastien Boller, je me suis concentré sur votre mini-bio Twitter. Être sur Twitter, c'est vachement bien parce que ça permet de faire des bios courtes, efficaces, actualisées et qui collent. Au moins, on ne se trompe jamais quand on présente quelqu'un. Vous êtes neuroscientifique, écrivain, rédacteur en chef du mensuel Cerveau et Psycho, auteur du Bug Humain, Pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. Et puis, si vous voulez en savoir plus aussi sur le bug humain, je vous invite, vous qui êtes derrière votre écran ou qui nous écoutez en podcast audio, je vous invite à vous replonger dans une précédente émission que nous avions fait pendant le confinement en mode totalement confiné. On était chacun chez nous avec Sébastien Boller et merci encore d'avoir joué le jeu de cette émission complètement en visio à l'époque. Benjamin Pichery, bonjour. Bonjour. Alors Benjamin Pichery, vous travaillez à l'INSEP, vous êtes réalisateur, vous êtes un ancien prof de sport, un ancien prof d'EPS et vous dirigez la collection Regard sur le sport. L'INSEP, je le rappelle, forme les sportifs de haut niveau pour être assez schématique. J'ai bon en disant ça ? C'est bon jusque-là. Bon, c'est parfait. Comment démarrer ? Quand je ne sais plus comment démarrer, la meilleure chose à faire, c'est de passer le mot à mon collègue Nils Asiosmanov. Merci Éloi. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous pour cette émission. On a déjà eu l'occasion de faire des petits bouts de chemin ensemble sur des émissions et c'est vraiment un régal de vous avoir tous les trois ensemble aujourd'hui. Alors, le cyborg est-il l'avenir de l'humanité ? Entre amélioration et augmentation, l'humain se rêve en futur Dieu, peut-être. Mais nous avons beau avancer dans le progrès, nous échouons visiblement. La preuve, l'urgence est à notre porte. Alors, comment faire ? Alors, on va peut-être démarrer avec Sébastien Boller. Vous dites que notre cerveau est capable d'inventer des choses absolument merveilleuses, on le sait, comme l'art, la poésie, les sciences, la technologie, etc. Mais il nous pousse à détruire la planète. Pourquoi ? C'est tout le problème de Sapiens, c'est qu'il a effectivement un cerveau très très puissant, qui est le résultat d'une évolution biologique, l'évolution de l'espèce d'Homo sapiens, avec, dans les derniers stades de notre évolution, le développement de la partie externe du cerveau qu'on appelle le cortex. Le cortex d'Homo sapiens lui a donné une capacité d'abstraction, de planification, de coopération et de maîtrise des outils, de développement des concepts et de perfectionnement continuel de la technique. S'il y a une chose qui progresse tout au cours de l'histoire de l'humanité, c'est le niveau d'avancement technologique. C'est très très frappant. Ça, c'est dû à notre cortex cérébral qui est un surdoué en fait, de la conception technique. Mais ce qui est important pour voir quelle est la destinée de l'humain, ce n'est pas les moyens qu'il est capable de concevoir, c'est les objectifs qu'il est capable de se fixer. Et les objectifs dépendent en fait de nos désirs profonds.
de ce qui nous motive. Et ça, c'est pas du tout le cortex intelligent qui sous-tend nos désirs et nos motivations. Ce sont des parties du cerveau qui sont à la fois plus enfouies au cœur du cerveau et plus anciennes à l'échelle de notre évolution, et notamment donc ce système de la motivation et de la récompense, avec une structure du cerveau, une sorte d'organe interne très très ancien qu'on retrouve déjà chez des primates, même chez tous les mammifères, hein, qui s'appelle le striatum. Et c'est lui qui nous donne nos envies. Et elles sont très très primaires parce que ce sont des motivations qui nous ont aidés à survivre quand on vivait dans la savane du Paléolithique. Et donc à chaque fois qu'on se comporte de façon à satisfaire ces désirs très très anciens, notre striatum nous récompense avec une molécule qui donne du plaisir qui s'appelle la dopamine. Et donc il va nous pousser à agir. Pourquoi ? Pour chercher du pouvoir, du statut social. C'est quelque chose qui est ancré vraiment de façon très ancienne. On le voit encore dans les hiérarchies de primates. Pour chercher le plus de nourriture possible, hein, parce que dans un milieu hostile, il ne faut pas se limiter pour trouver à manger. Pour trouver aussi des relations sexuelles, pour trouver des moyens de limiter ses efforts, de ne pas trop faire d'efforts, parce que c'est aussi une condition de la survie en milieu hostile. Et puis pour maximiser l'information qu'on peut trouver autour de soi, c'est aussi une condition de survie des mammifères développés. Et donc c'est ça que notre cerveau, notre hardware de base primitif nous pousse à faire. Et ça reste en fait nos motivations de chaque instant, on ne s'en rend pas compte, mais si vous regardez qu'est-ce qui vous fait avancer dans la vie, bien souvent c'est ça, et notamment le statut social qui reste une motivation très très forte. Et donc nos objectifs, on n'arrive pas trop à les élaborer, à les raffiner, à les remodeler en fonction de l'évolution des contraintes qui sont les nôtres, notamment des limites de la planète. Et il reste ces objectifs qui nous poussent à aller toujours plus loin, à consommer, à dominer. Et le problème, c'est que c'est avec des moyens technologiques toujours plus développés grâce au cortex. Et les deux font qu'on va dans le mur. Et ça, tout l'enjeu pour moi, pour Sapiens, c'est est-ce qu'il est capable de redéfinir ses désirs ? Alors vous êtes revenu 2 fois sur la notion de pulsion de comparaison sociale. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce qu'il y a derrière ça ? Et vous dites dans votre livre qu'elle se retrouve y compris dans le domaine sexuel. Vous citez Gengis Khan, par exemple. Est-ce que vous pouvez... Oui, alors pour comprendre comment les désirs fondamentaux se sont gravés dans la structure de notre cerveau, il y a une chose qui est très simple à comprendre. La première chose à faire quand vous êtes un Homo erectus il y a 2 millions d'années, c'est de trouver à manger. Donc à chaque fois que vous trouvez à manger, vous avez votre striatum qui vous récompense avec de la dopamine, qui dit c'est bien, il faut continuer. Deuxième chose, c'est de transmettre ses gènes pour survivre à plus long terme. Et donc là, c'est avoir des rapports sexuels. Là encore, dopamine, plaisir. Et puis il y a une chose qui permet d'avoir les deux encore mieux, c'est-à-dire plus de bouffe et plus de sexe, c'est le statut social. Dans des groupements d'hominidés, celui qui est au-dessus dans la hiérarchie a plus facilement accès aux résultats de la chasse et aux femelles. Donc, dès que vous allez arriver à avoir plus de statut social, là encore, votre striatum va vous récompenser par de la dopamine. Et donc, c'est quelque chose qu'on va rechercher en permanence parce qu'on est programmé comme ça. On va chercher à s'élever dans la hiérarchie, on va chercher à gagner plus que le collègue, on va chercher à avoir une plus grosse voiture. Et puis, quand on n'a pas forcément des moyens d'être une personnalité influente dans la réalité, on va chercher à l'être de façon virtuelle. Et c'est ça le miracle des réseaux sociaux statutaires, c'est qu'on peut donner à des milliards de personnes l'illusion d'avoir un statut social virtuel. Et donc on va rechercher ça. Ça fait consommer énormément d'énergie, que ce soit par l'acquisition de biens statutaires, que ce soit les automobiles, les voitures, les sacs à main griffés, les baskets de marque, tout ça qui rehausse votre prestige. Sur les réseaux sociaux aussi. Et puis vous posiez la question de ceux qui arrivent à un pouvoir réel très développé. Vous parliez de Gengis Khan, effectivement. Les grands conquérants sont ceux qui arrivent à un niveau de pouvoir tel que leur striatum se développe au maximum, et on le voit aujourd'hui en imagerie cérébrale. Et tout ça, ça a des retombées positives pour leur capacité à survivre, déjà leur propre individu personnel, et puis à transmettre beaucoup de gènes. On sait que Gengis Khan, aujourd'hui, grâce aux études de génomie qui ont été publiées il y a 3 ans maintenant, on estime qu'il y a environ 200 millions de personnes sur Terre qui sont des descendants de Gengis Khan. Et c'est-à-dire que c'est le résultat de ses viols. Il a violé à travers tout un continent. Et ça illustre parfaitement le lien qu'il y a entre pouvoir, dopamine, sexe et dissémination génétique. Alors peut-être un rebond sur cette question de comparaison sociale avec Benjamin Pichery et Jean-Michel Beignet. Benjamin Pichery, la comparaison sociale, c'est ce qui a amené la compétition. La compétition, on la retrouve quand même hyper présente dans le sport de haut niveau. Un mot là-dessus, peut-être, sur cette... Oui, effectivement. Écoutez ce qui vient d'être dit. On a le sentiment qu'on est un peu essentialisé dans cette nécessité de la domination. Et le sportif de haut niveau, le champion, peut-être l'archétype du dominateur. Il en veut effectivement toujours plus. Et je crois que, plus que peut-être dans d'autres disciplines,
le sport marque sa différence par cette augmentation chiffrée. C'est-à-dire que le sport, c'est vraiment le lieu du chiffre, le lieu de la mesure. Et ça n'est pas la qualité, c'est la quantité. C'est à ce titre d'ailleurs qu'un sociologue magnifique qui nous a quittés en 2011, Paul Lyonnais, disait du sport qu'il n'était pas un art. Parce qu'on ne mesure pas l'art par la quantité, on mesure l'art par la qualité. Donc le problème du sport, effectivement, est très, très, très précis dans ce sens qu'il est enfermé dans le chiffre qui doit toujours baisser en ce qui concerne le record de la course de vitesse. Après Usain Bolt, qui a fait 9,58, on attend 9,57 ou 9,50 ou 9 ou 8 ou pourquoi pas plus encore. Et là, je pense qu'on rentre dans un système piégé d'une course effrénée au record qui, en fait, aujourd'hui n'a plus grand sens. Parce que si on en revient à l'évolution, on pourrait mesurer les performances d'un Néandertal qui, à son heure, développait des capacités physiques largement supérieures à Homo sapiens, peut-être pas pour la course, mais pour la puissance et la force, très très certainement. Ça veut dire que la vision que l'on a, l'attente que l'on a d'une promesse d'un record aujourd'hui ne peut pas être considérée dans l'absolu. Il faudrait la remettre sur le temps de l'évolution pour considérer que d'autres espèces par le passé étaient détentrices plutôt, de performances autrement plus importantes. Et je crois que c'est utile de réfléchir à cette question du temps long pour réorienter peut-être l'activité sportive, parce qu'on peut considérer qu'elle va effectivement un petit peu dans le mur. La nécessité du record va faire que l'homme va se transformer. Il va s'hybrider à la machine, très certainement. Il l'est déjà plus ou moins dans le sport de très haut niveau. Des compétitions de cyborgs sont déjà organisées. Aujourd'hui, le cybathlon existe. On fait concourir des robots entre eux. Alors, avant qu'on arrive totalement à la disparition des Jeux Olympiques au profit de Jeux Olympiques de robots, il y a le temps médian qui va intéresser l'homme hybridé à la machine. Et les exemples sont déjà là pour le grand public. En 2012, Oscar Pistorius a concouru pour la première fois aux Jeux de Londres face à des valides. Et à l'INSEP, on s'interroge sur ces questions-là depuis une vingtaine d'années. Alors, on va peut-être revenir juste après sur ce que vous faites à l'INSEP, mais d'abord pour faire la résonance peut-être avec Jean-Michel Beignet. Alors là, on a entendu les mots compétition, accélération, fuite en avant. Et alors vous dites, mais de toute manière, c'est pas le progrès qu'on cherche, c'est la rupture, c'est-à-dire on fonce dans le mur. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Moi, je voudrais commencer comme Benjamin. Il a réagi au propos de Sébastien en disant qu'il avait le sentiment qu'on essentialisait par trop l'humain. Je voudrais commenter simplement et préciser ce qu'il voulait dire. Les neurosciences, comme à peu près toutes les sciences, passent leur temps à essayer de nous convaincre que nous ne sommes pas libres, que nous sommes toujours déterminés, que nous sommes programmés, que nous sommes câblés. La jubilation des scientifiques essentialistes passe toujours par là. Pardonnez-moi, Sébastien, de vous dire que, bien sûr que nous sommes encore issus de notre cerveau reptilien, striatum, système limbique, etc. Bien sûr que nous sommes encore la proie de cette partie archaïque de notre cerveau. Mais nous avons développé effectivement un cortex frontal, qui nous donne une faculté assez extraordinaire, celle de pouvoir mettre à distance les automatismes de nos instincts. Au fond, c'est ça que qualifie avant tout l'hominisation, que nous soyons capables de prendre des distances par rapport aux mécanismes
qui sont présents effectivement dans notre physiologie et dans notre fonctionnement. Or, les progrès de la neuroscience, qui marchent du même pas que les technosciences, aujourd'hui, c'est de nous convaincre de plus en plus que, décidément, notre libre arbitre n'a pas grand sens, hein, et que nous avons toutes les raisons du monde à nous laisser annexer par des machines qui, elles, sont résolument dans les automatismes. Et l'évocation du sport qu'a fait Benjamin va tout à fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que je vois, moi, de plus en plus de sportifs qui se laissent complètement annexer par le point de vue des neurobiologistes et qui essaient de décrire leur propre comportement et leurs propres aspirations en termes d'automatisme, de mécanismes qui permettront l'augmentation, qui permettront la quantification, qui permettront autant de choses qui ne sont pas spécifiquement humaines. Donc moi, effectivement, mon point de vue, c'est de tâcher de défendre la cause de l'humain, de dire que le cortex frontal existe toujours, que les machines ont beau nous inviter à être de plus en plus réactifs à des dispositifs automatiques, nous pouvons encore nous en sortir, nous pouvons encore résister à cela, nous pouvons refuser le diktat des nombres, de la quantification, nous pouvons d'une certaine manière continuer à être homo sapiens et répugner à verser dans la machine, dans la machinisation, dans le machinisme, même si, encore une fois, les sciences nous expliquent qu'il y a au fond de nous des dispositifs qui restent instinctuels, qui restent de l'ordre des automatismes. On peut sans doute, effectivement, mais alors le problème, c'est qu'on ne le fait pas beaucoup. J'en veux pour preuve que vous avez eu le prix du livre environnement Sébastien Boller pour le bug humain. Oui. C'est bien parce que vous expliquez aussi l'une des clés de la crise climatique que nous vivons. Et oui, et l'enjeu, c'est justement de ne pas être l'esclave de ces circuits sous-corticaux, ces circuits profonds qui nous poussent à agir d'une certaine façon. Mais effectivement, nous ne sommes pas du tout condamnés à ça. Et aujourd'hui, je suis un petit peu surpris de voir que peut-être les neurosciences donnent l'impression de vouloir priver l'homme de son libre arbitre, alors que dans les faits, aucun neuroscientifique ne dirait que notre cerveau est obligé de se comporter de telle ou telle façon. Et évidemment, la neuroplasticité, dès les origines des recherches, à partir de la moitié du XXe siècle en neurosciences, introduit cette notion de prise avec la société déjà, d'apprentissage évidemment, de choix, de libre choix. Et le cortex préfrontal qui est capable de s'opposer parfois aux injonctions des parties plus inconscientes du circuit de la récompense et de la motivation, montre bien qu'il y a ce degré de liberté. Et personne ne le nie. Donc il n'y a pas d'essentialisation. Moi, ce que je vois, ce qui est important, c'est de distinguer ce qui nous motive sans qu'on puisse forcément exercer un pouvoir de délibération dessus, un mode infraconscient, et c'est ce à quoi poussent bien souvent ces systèmes à dopamine dans le cerveau, et ce qui permet de s'opposer à cette espèce de déterminisme ancestral, et qui est de l'ordre de la partie la plus évoluée, la plus récente d'Homo sapiens, et notamment l'immense développement du cortex préfrontal. Et donc ce sont ces deux systèmes qui s'opposent. Moi, ce que je déplore aujourd'hui, c'est que finalement, tout notre pouvoir d'innovation et d'intelligence n'ait pas été utilisé pour réfléchir, est-ce que finalement on cède à ces impulsions ou pas, mais juste simplement pour former une caisse de résonance toujours plus grande à ces désirs sans jamais les remettre en question. Et c'est pour ça que la deuxième partie du livre, c'est ça, c'est comment imaginer des moyens de ne pas sans arrêt faire ce que nous dit la dopamine et d'intégrer des nouveaux impératifs, des des impératifs moraux, sociétaux, comment s'adapter. Et le cortex préfrontal le fait en permanence, pourvu qu'il y soit incité. Et là où on est dans un piège aujourd'hui qui tient au fonctionnement de notre économie et de notre société, c'est que par exemple pour la question de l'accélération, nos outils technologiques nous donnent tout de plus en plus vite. Et on sait que quand on n'est plus obligé d'attendre, le striatum qui lui veut toujours tout de plus en plus vite, obtient tout dans l'instant, et que les connexions cérébrales qui permettent au cortex préfrontal de dire au striatum, non, attends, ne te jette pas sur tout ce que tu peux avoir, réfléchis, sache t'auto-limiter, c'est aussi la liberté, c'est celle de l'auto-limitation, et bien ces connexions cérébrales, à ce moment-là, s'atrophient.
Et donc, on devient de plus en plus impatient. Et donc, on va se tourner de plus en plus vers tous les outils technologiques qui nous livrent tout dans la journée, qui nous donnent des plateaux préparés, qui nous permettent de voyager à l'autre bout du monde pour 3 fois rien. Et là est le piège. C'est-à-dire qu'on a créé un tissu socio-économique qui encourage en fait la partie la plus automatique de notre cerveau. Mais notre cerveau n'est pas que ça. On est totalement d'accord. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'environnement technologisé qui est le nôtre flatte en nous les parties les plus élémentaires c'est tout le propos. de notre humanité, hein, et nous conduit même à des formes de régression. Entièrement, c'est ce qui se passe. Donc vous en tireriez la conclusion que finalement nous avons à monter à l'assaut du primat de ces machines, hein, pour permettre précisément de dégager... C'est un enjeu fondamental, oui, tout à fait. C'est un enjeu D'accord, alors nous sommes d'accord sur le fond. Pour ne pas devenir des machines nous-mêmes. Effectivement. Je peux rajouter quelque chose. Allez-y, bien sûr, Benjamin Pichery. On a interpellé un anthropologue, Philippe Descola, sur cette question-là, et il nous a livré sa connaissance des peuples archaïques, au bon sens du terme, en nous racontant que l'exercice de la domination, que vous qualifiez très très bien là, dans cette nécessité du positionnement social, cet exercice de la domination n'existe pas partout. Et pour continuer et poursuivre ce que vient de dire Jean-Michel Besnier, il y a effectivement une coévolution en nous, en permanence. La coévolution d'un corps très ancien qui continue d'évoluer, mais à vitesse relativement lente, et la fulgurance de l'émergence de la culture. L'accès à la symbolique, on s'est tiré de la tyrannie des instincts par l'imaginaire, par la symbolique, par la pensée. Et Descola donc, nous raconte très simplement comment ça se passe dans les matchs de football en Amazonie équatorienne. Et il y a effectivement chez les Achuars des compétitions entre eux, de football et de volleyball. Il disait d'ailleurs... Dans mes nombreux voyages, j'apportais très très souvent des ballons pour qu'ils puissent jouer allègrement. Et c'est bien de ça dont il s'agit, jouer allègrement. Et il expliquait que les Achuars avaient compris une chose essentielle pour le coup, c'était qu'il ne fallait pas élire un vainqueur après la partie. Ça nous paraît complètement fou, nous, dans nos sociétés occidentales, où il faut toujours un podium, des lauriers, des lingots d'or, où il faut élire quelqu'un. Les Achuars ont beaucoup à nous apprendre, là, je pense, dans une modernité peut-être à réinventer, c'est qu'ils avaient compris que si jamais ils élisaient un vainqueur, ils défaisaient totalement le lien social. L'émergence d'un vainqueur, c'est que la personne est regardée plus comme un alter ego, il est regardé comme le vainqueur. Et ça, c'est une bascule, je crois, qui est très très importante dans l'histoire de l'humanité. Dans un autre ouvrage très très intéressant que je cite, là, Si les lions pouvaient parler, un ouvrage collectif dirigé par Boris Cyrulnik, dans le texte introductif, il est raconté cette histoire-là de ce chasseur qui, pour la première fois, a réussi donc à vaincre la bête. C'en était fini. Il n'était plus regardé que comme celui qui avait vaincu la bête. Et il devenait une forme d'élu, c'est-à-dire qu'il n'était plus à l'égal des autres au sein du clan. Et je crois que depuis ces temps immémoriaux, on n'a fait que dupliquer les élections de chacun. Le chasseur, mais le champion aussi. Les champions aujourd'hui sont regardés d'une façon incroyablement fascinante par le public. Les personnalités les plus célèbres dans nos sociétés occidentales, ce ne sont pas des chercheurs et des poètes ou des écrivains, ce sont des footballeurs. Donc là, effectivement, il faut s'interroger sur ce que l'on a fait, nous, de cette élection, de cette domination. Et pour finir, je pense qu'effectivement, l'éducation, c'est un peu mon cheval de bataille. C'est pour ça qu'à l'INSEP, j'essaie de défendre encore une vision de l'éducation physique et non uniquement, exclusivement du sport de haut niveau. L'éducation, je pense, peut aider, si on s'y emploie,
à remettre le striatum à sa place. Ça nous renvoie vraiment sur l'idée que l'important, c'est vraiment le chemin, au final, et pas forcément l'aboutissement. Nils Zosmanov, non, enfin, juste pour rebondir, ce que vous nous dites, c'est terrible, parce qu'en fait, à l'INSEP, comment vous arrivez à gérer... finalement, on a perdu le sens du jeu, c'est ça que vous êtes en train de dire? Voilà, alors, effectivement, on a perdu le sens du jeu, et c'est tout... C'est tout le travail que j'essaye d'y mener. D'ailleurs, la tâche est lourde parce que je travaille dans un institut qui doit promouvoir des champions olympiques et des champions du monde. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de les interviewer eux-mêmes. Pardon, juste les promouvoir et les former même, non? Bien sûr. Donc les accompagner bien véritablement sûr, oui, dans tout bien le... sûr, les former, les accompagner. Vers la victoire et vers le podium. Et je me souviens qu'en 1999 ou en 2000, juste avant les Jeux olympiques de Sydney, j'avais fait le portrait de Denise Barber, qui avait été championne du monde d'heptathlon. Et je lui posais la question du plaisir qu'elle avait dans le plaisir corporel, de la sensation de sauter loin, de courir vite, de lancer loin. Et je lui disais, Denise, est-ce que tu peux me donner ta sensation au moment où tu franchis la barre en hauteur? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a une jouissance, qu'est-ce qui se passe? Et elle me répond, non, la performance. Je lui dis, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est pas la performance, c'est qu'est-ce que tu ressens de jouissance dans ton corps qui s'exprime? Non, la performance. C'est-à-dire qu'elle n'avait plus, elle, la capacité à accéder au plaisir du mouvement, au plaisir du jeu, même si sauter en hauteur n'est pas considéré vraiment comme un jeu à l'égal des sports collectifs. Il y avait quand même normalement une jouissance encore possible. De la même façon, les premières volleyeuses françaises qui ont fait les Jeux de Sydney en beach volley étaient juste devant mon bureau à l'INSEP et j'ai fait leur portrait aussi parce que j'ai trouvé magnifique que ces jeunes filles, jeunes femmes de 25 ans étaient encore dans un bac à sable à s'amuser. Et donc je vais les voir et je leur dis on va faire le portrait. Et dans l'interview, je leur dis mais c'est extraordinaire, à l'âge que vous avez, vous êtes en train de jouer dans le bac à sable. Elle me dit non, on ne joue plus. C'est plus possible. On ne joue plus. Et j'ai assisté à un entraînement par un entraîneur brésilien de beach volley. Elles sont sorties de cet entraînement, mais elles étaient dans un état de décomposition, mais totale, complètement anéanti. Donc je comprends que le jeu est complètement disparu de la sphère du sport de haut niveau. Et je pense que s'il y a une porte de sortie possible dans cette course effrénée, là, cette course en avant que l'on mène, c'est de retrouver l'essence du jeu, qui est quand même à l'origine du sport. Sauf que le sport a un peu préempté le jeu pour d'autres profits. Mais ça renvoie à cette idée qui est défendue par je crois, les plus grands entraîneurs en foot, donc sport le plus mondialement connu, reconnu dans les médias en tout cas. Ces entraîneurs-là, ils n'entraînent plus techniquement finalement. Ils ont eux-mêmes d'autres entraîneurs très. Eux, ce sont des coachs de la motivation, des coachs pour réapprendre le savoir-être. Et le savoir-être aussi en équipe. On le voit, on a un grand club français et finalement, les grandes stars sont reconnues pour leur technique super, c'est les meilleurs. Mais en équipe, il y a des individualités trop fortes. Bien sûr. Et en fait, ils cherchent la performance, mais individuelle. Bien sûr. Celui qui marque un but c'est lui va être à la une du journal le lendemain. Ouais. C'est pas le sport collectif, l'idée du sport collectif, en fait, il n'y a pas de sport collectif. Ce sont des individualités bien partagées, des égoïsmes bien partagés, j'irais jusque-là, mais pas de la solidarité comme on l'entendait encore il y a 30 ou 40 ans. Je voulais juste qu'on montre une petite résonance. La petite résonance, c'était un petit extrait d'une précédente émission. Là, Albert Moukébé est venu nous voir juste après, c'était le premier déconfinement, c'est comme ça qu'on retiendra dans l'histoire, c'était en juin 2020. Il est venu nous voir dans ses rendez-vous des futurs. Il nous a parlé de plein de choses, évidemment. Je vous encourage à aller voir cette émission. Et on en a pris un petit extrait, et puis on rebondit, et puis on continue de dialoguer pendant un petit quart d'heure encore. On a les deux extrêmes, on a les personnes qui s'enferment dans leur vision du monde, mais aussi les personnes à qui on empêche d'avoir leur vision du monde et à qui on impose une autre.
Donc effectivement, il y a un jeu qui se joue là-dedans. Vous étiez en train de dire tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire qu'il y a autant de réels que d'individus? Et je pense que oui, c'est juste la marge, le degré de différence change. Par exemple, c'est pas par hasard qu'on utilise des formules en sciences ou en mathématiques, parce que les mathématiques, les formules de sciences, par exemple F égale MA ou E égale MC carré, c'est très peu ambigu. Donc la majorité des individus auront la même représentation que E, c'est l'énergie, M, c'est la masse, et C, c'est la célérité au carré. 2 fois 2 égale 4. C'est pas du tout ambigu. Donc dans ce cas-là, on essaye de réduire le nombre de versions du réel qui existe. Alors que si on se dit comment ça va, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ambigu. Je peux être en train de dire ça va par courtoisie, je peux vraiment aller bien, je peux aller très très mal, mais j'ai pas envie qu'on le sache, etc., etc. Et donc c'est ces jeux entre le moment où je crée ma réalité et le moment où la réalité de l'autre ou du monde s'impose sur moi et m'empêche de créer cette réalité. Et donc on voit le monde tel qu'il est, tel que nous sommes, pas tel qu'il est, mais la marge varie avec l'ambiguïté, l'incertitude, la vision de l'autre, les rapports de force, l'âge, l'expérience, mon genre, mon lieu de naissance, mon ethnie, etc., etc. Tout ça, c'est des modulateurs de combien est-ce que j'ai accès à pouvoir voir le monde comme je suis, voire l'imposer aux autres, et combien je ne peux pas le faire, voir les autres m'imposent leur vision sur moi. Un petit rebond, Jean-Michel Beignet, vous avez été le plus prompt à dégainer le micro. Et Sébastien Boller, peut-être après. Oui, j'aime bien cette incise, parce que ce qui nous a été dit ici, c'est que finalement, contre la réduction systématique à la simplicité qui voudrait qu'on mathématise tout, y compris nos comportements, nos façons de voir, notre vision du monde, il faut objecter l'ambiguïté. L'ambiguïté qui nous définit foncièrement. Nous sommes des êtres ambigus et tous les formats qu'on nous impose cherchent précisément à biffer cette ambiguïté, à nous rendre univoques, à nous rendre transparents et par conséquent à nous réduire à quelque chose comme la machine. Ce sont encore une fois des paramètres machiniques qui sont imposés systématiquement aux humains que nous sommes. Lorsque Benjamin évoquait la réponse de la sportive à qui il demandait d'expliquer son plaisir, elle répond la performance. La performance, c'est-à-dire la norme qui est extérieure. On est dans un monde qui développe ce qu'on appelle parfois la normopathie. La normopathie. Nous sommes toujours soumis à des normes qui sont extérieures. Alors que ce qui caractérise le vivant que nous sommes, l'organisme que nous sommes, c'est que nous sommes capables de nous inventer des normes. Nous sommes capables de répondre à des perturbations de l'environnement par un ajustement qui est individuel. Eh bien, non. On nous conteste également cela. La médecine connectée, par exemple, aujourd'hui, la médecine quantitative, le quantified self, tous ces dispositifs-là sont des entreprises pour imposer aux organismes vivants que nous sommes des normes extérieures, 10 000 pas, surtout par jour, etc., et nous interdire d'être dans cette espèce d'ambiguïté qui nous conduit toujours à nous définir par des normes qui nous sont individuelles, qui nous sont personnelles. Dans ce que j'ai entendu également jusqu'à présent, je constate qu'il n'est plus fait aucune place à quelque chose qu'on appelait autrefois la vie intérieure des humains que nous sommes. Vie intérieure, ça n'a plus de sens. Lorsque le patron de Facebook dit la vie privée est une chose du passé, il dit quelque chose de profondément vrai, hélas. Et lorsque je discute avec des informaticiens roboticiens qui me disent quelquefois on cherche comment donner de la conscience à nos machines, mais finalement c'est pas si indispensable que cela, je suis quand même un petit peu effrayé, parce qu'en même temps ils nous disent que ces machines c'est l'avenir de l'homme, des machines qui seront intelligentes, de plus en plus intelligentes, mais qui n'auront pas besoin de la conscience, c'est-à-dire de cette aptitude à la distance, cette aptitude à la réflexion, cette aptitude à la modification des points de vue. Sébastien Boller, un mot sur cette culture de la norme aussi qui nous cloisonne. Oui, ça m'a beaucoup frappé ce que vous avez dit tout à l'heure sur la performance. Je crois qu'on porte un peu tout ça en nous,
autant que nous sommes, on a pris l'habitude d'essayer de savoir combien on vaut, de savoir à l'aune de quoi on peut être évalué et donc classé. Et on est prisonnier de ça. Je crois qu'en même temps, on est perdu si on n'a pas de système de mesure. Et c'est ça qui est dramatique. C'est-à-dire que si vous enlevez les systèmes de classement, les systèmes d'évaluation, les systèmes de mesure, il faut réintroduire autre chose à la place. Et ça vient de tellement loin, cette histoire. Enfin, tellement loin, c'est vrai qu'il y a une dimension historique. Hein, c'est pas juste un truc de gêne dans le striatum. À partir du moment, je crois qu'on pourrait peut-être en discuter sur le déroulement historique de tout ça, à partir du moment où l'individu devient le nouvel élément fondamental de la société, on va dire à partir de la Renaissance, s'instaure la concurrence comme un mécanisme de fonctionnement de la société et de l'économie. Et donc, le fait que chacun cherche à se situer par rapport aux autres devient un moteur de la vie économique et sociale. Et c'est ça qui nous emmène à un monde hyper performant. On en a retiré des bénéfices en termes de qualité de vie, peut-être de santé, de productivité, mais tout ça repose sur l'idée qu'il faut toujours être disposé à se remettre sur le marché et à se dire combien je vaux. Et à partir du moment où vous faites ça, vous vous retrouvez à vous dire mais finalement ma vie, à quel sens elle a, quoi. Parce que si vous êtes un sportif et que vous dites mon but c'est d'arriver à atteindre telle performance, forcément vous avez très peu de chances d'y arriver. Donc à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Votre ego il s'effondre, vous ne savez plus pourquoi vous avez fait ça. Enfin, on connaît tous des crises comme ça. Et ce que vous décrivez sur la performance dans le sport, c'est exactement comme dans un groupe de travail, un groupe de traders, une unité de production dans une usine. Et là-dedans, on se retrouve, on rentre chez soi le soir et on cherche la vie intérieure. Et c'est vrai. Et c'est pas pour rien, à mon avis, que des mouvements comme la méditation, par exemple, ont autant de succès. C'est pas une mode. C'est-à-dire que l'être humain a besoin à un moment de se dire j'existe, j'ai une vie intérieure, j'ai des émotions, j'ai une psyché, il y a quelque chose qui échappe à la mesure. Et on le retrouve dans ces pratiques-là, évidemment. Benjamin Péchery, un mot? Oui, effectivement. Effectivement, là, vous faites le constat qu'il y a une sportivisation de l'existence. C'est-à-dire que dans tous les domaines, d'ailleurs, le vocabulaire s'y prête très très bien. Dans l'entreprise, on a un vocabulaire sportif. On a un vocabulaire de compétition. Alors, en ce qui concerne cette question de la mesure, j'y reviens un court instant pour savoir qu'elle est utile. On est satisfait de pouvoir mesurer, par exemple, au carbone 14, un squelette de Toumaï. Effectivement, ça c'est la science, ça nous éblouit, ça nous épanouit. Mais ce n'est pas une science compétitive, celle-là. Quoique, entre les chercheurs, il peut y avoir compétition. C'est une science qui est au service de la connaissance, qui doit valoir pour tous. Mais quand on mesure, quand on en arrive à départir 2 coureurs de 100 mètres à la nanoseconde, là, on peut quand même s'interroger. Qu'est-ce qu'il y a d'humain là-dedans? Quelle incarnation peut-on y voir? On célèbre simplement la machine quand on mesure un résultat de 100 mètres à la nanoseconde. Moi, j'ai posé la question à Yves Coppens, paléontologue, qui raconte des histoires extraordinaires. On a publié un livre ensemble sur ces questions-là. Eh bien, lui garde une position de scientifique, exclusivement scientifique, mais pas au service d'un mieux vivre ensemble, pas au service d'une cause humaine, simplement la science pour la science. Et il dit, oui, il faut continuer à mesurer, et ne jamais continuer à mesurer. Et si on pouvait faire mieux que la nanoseconde, dans cette vision scientiste, là, je qualifie de scientiste, on le ferait donc. Donc je crois que la compétition dont vous parlez, qui est bienfaitrice dans l'entreprise, qui dynamise, je l'entends et je pense qu'elle est effectivement intrinsèque à l'être humain, pourvu qu'elle soit dans une mesure qui ne s'appelle peut-être plus compétition, mais émulation. Et je crois qu'on est entré dans une démesure, dans l'hubris que qualifiaient les Grecs, et cette hubris-là mériterait d'être aujourd'hui questionnée. L'adulation, l'émulation est effectivement très très utile, et moi je suis tout à fait pour. C'est-à-dire, on a tous tenté de battre le petit copain à la course à pied quand on était gamin. Alors qu'on le fasse en tant qu'adulte, on peut s'interroger là-dessus. À ce propos, j'ai une petite anecdote, si j'ai le temps. Une très rapide, parce qu'on va essayer d'atteindre une performance et de finir à l'heure. Je fais très rapide. Un journaliste de France Culture a interviewé un jour
Alexandre Romanès, le cirque Romanès. Il lui a dit, mais c'est étonnant que chez vous, les gitans, vous ne jouez pas au football. Il a répondu, ben non, ça relève de l'enfance. Et là, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et j'ai mis ça en perspective avec ce que disait Boris Cyrulnik sur le jeu des mammifères. Quand les mammifères sont petits, ils jouent. Ils ont aussi des spectateurs. Ils ont leurs parents. Ils cherchent leur place dans le clan, à dominer, etc. Et quand ils sont sevrés, bizarrement, le mammifère ne joue plus. Donc si on met en relation la remarque d'Alexandre Romanès sur le fait que le jeu, entendu comme ça, relève de l'enfance, et le développement des mammifères qui, à l'heure du sevrage, arrêtent de jouer parce qu'ils ont autre chose à faire, il y a peut-être une réflexion à questionner le sportif sur les stades aujourd'hui. Avec cela dit, peut-être une toute petite exception avec André-Pierre Gignac, qui se dit gitan et qui est un des meilleurs joueurs français, mais au Mexique. Nils Aziosmanov, pour vraiment finir, en quelques minutes. Alors, moi, j'ai une question, je suis un petit peu perdu là du coup. Vous allez peut-être pouvoir m'aider parce que dans le cadre de ce festival du Rendez-vous des Futurs, on a accueilli Michael Stora qui, lui, nous disait que pour lui, le sport, et qui plus est le sport de haut niveau, était un véritable art. Et vous nous dites, Benjamin, que le jeu collectif, finalement, ce sont des individualités. C'est plus du collectif, c'est plus du jeu, c'est des individualités aujourd'hui qui sont en compétition. Et dans cette notion de jeu, moi, je fais le lien avec le jeu, par exemple, qui est celui des musiciens dans un groupe de jazz. Je pense notamment à John Coltrane, qui a, avec son quartet, avec Jim Garrison, Mike Tyner, Elvin Jones, a fait un des plus beaux albums qui soit dans du XXe siècle, Love Supreme, exactement, et ça dit bien ce que ça dit, il n'y a qu'à l'écouter. Et alors là, je suis perdu, parce que ces gens-là étaient tous des individualités de folie, c'était tous des hyper virtuoses. Je pense qu'ils étaient à fond dans la coopétition, je ne sais pas si on peut dire compétition, mais alors j'essaye de comprendre maintenant quelle est finalement la différence entre le jeu chez Coltrane et le jeu dans une équipe de sport de haut niveau. C'est que le jeu chez Coltrane ne se mesure pas, c'est de l'art. C'est de la qualité, c'est pas de la quantité. C'est de la gratuité aussi, bien sûr. C'est de l'art, la gratuité, c'est vraiment tout. C'est la différence entre la qualité et la quantité. L'art ne se mesure pas. Dans le jeu collectif, ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de grâce dans la relation. Si, bien sûr que si. Le sport n'est pas un art au sens où ça n'est pas une œuvre que l'on peut revisiter. C'est, comme le dit Paul Lyonnais, c'est un temps qui s'accomplit, le sport, qui ne se revisite pas. Enfin, on peut faire des replays de matchs de football, mais ça n'a plus rien à voir. Donc là, il y a une vraie différence. Mais par contre, ce qu'on peut concéder très largement au sport, c'est que certaines choses se fassent avec un certain art, effectivement. Il y a une élégance, il y a la geste, il y a tout ça. Mais ça n'est pas un art à part entière parce qu'il est justement pris dans les férules du chiffre et de la quantité. Il y a des situations où l'art se transforme en compétition, c'est la virtuosité. Et là, en général, c'est au détriment de l'art. Et c'est la négation de la grâce, parce que c'est la grâce aussi. Et le terme grâce est du même registre que la gratuité. Pouvoir faire quelque chose qui ne sert à rien, c'est ça qui nous caractérise essentiellement comme humains. Et je crois que c'est peut-être l'objection à formuler souvent contre la culture numérique d'aujourd'hui, qui prétend annexer toute chose à un dispositif, le dispositif de numérisation, et par conséquent... qui manque de grâce. Oui, absolument. Sujet passionnant, on sent bien que là on a ouvert plein de fenêtres et qu'on aurait pu passer toute l'après-midi ensemble. Merci beaucoup messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci Nils Aziosmanov. C'est la fin de cette émission Rendez-vous des Futurs, une émission co-organisée par JD Carré, Le Cube et Triple C. Vous pouvez la retrouver évidemment sur toutes les plateformes vidéo, sur toutes les plateformes audio en podcast. Et puis si vous en avez l'envie, flattez un petit peu notre striatum, aimez, likez, comme on dit, commentez et ensemble, partageons le changement.